Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission cinéma sur Nyon Région Télévision, 7e du nom, et oui déjà. Donc nouveau débat aujourd'hui pour parler de plein de films et puis on espère des bons. Avec toi Patrick Danton, salut. Salut, oui des bons, d'ailleurs je spoil un peu, Ouais. J'ai plein de coups de cœur cette semaine. Ouh là. Ouais. Donc ça améliore par rapport au mois passé. Ouais, un c'est peu, ça. ouais. Voilà, dans cette émission de mars avec Thibaut Ducret aussi, salut. Salut Alex. Prêt toi aussi ? Mais plus près coups que de jamais, écoute. Ouais. Oui, il y a du bon. Ok. Bon, on va voir quels sont les bons films, justement, dans ce menu que je vous donne. On va vous parler, bien sûr, du film très attendu, la nouvelle version de Batman, filmé par Matt Reeves et incarné par Robert Pattinson à l'écran. Le film est en salle depuis le 2 mars. Et puis, on vous parle ensuite de Notre-Dame brûle, film catastrophe de Jean-Jacques Hano, qui reconstitue les événements tragiques de la cathédrale parisienne survenue en 2019. Et enfin, on ira dans le Belfast des années 60, où le cinéaste Kenneth Branagh nous raconte son enfance et les conflits en Irlande du Nord avec un parfum doux amer, film avec plein de nominations aux Oscars. Mais place à ce Batman, intitulé sobrement The Batman. C'est donc un nouveau remake, après les films de Tim Burton avec Michael Keaton, après les nanars avec Val Kilmer et George Clooney, après la trilogie culte de Christopher Nolan avec Christian Bale, et après Ben Affleck face à Superman dans les films de Zack Snyder, voici Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir de DC Comics par le cinéaste Matt Reeves. Bande-annonce. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Alors on le voit, une version très sombre de Gotham et puis une nouvelle adaptation hyper noire, presque un film noir donc pour le Chevalier Noir. Que de noir dans ce film. Tu es d'accord avec ça Thibaut ? Version très sombre du coup qui se détache un peu de ce qu'on avait déjà vu sur Batman ? Oui, qui se détache et à la fois qui est un peu dans la continuité, c'est-à-dire que, pour moi, en apparence, on a absolument tout ce qu'il faut pour faire l'incarnation parfaite de Batman, c'est-à-dire qu'on a visuellement à la fois le gothique de Tim Burton et l'aspect un peu plus ancré dans le réel et terre-à-terre de la trilogie de Nolan, mais en version encore plus poisseuse. On lorgne un petit peu du côté de Seven et de David Fincher, avec justement cette approche très, très ancrée dans l'enquête policière. On n'oublie pas que Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Donc là, il y a un soin tout particulier qui est apporté à ça et un intérêt vraiment premier au développement de l'enquête policière, à l'aspect polar, etc. Ouais, effectivement, je le précise quand même, parce que je n'ai pas donné le pitch, mais que Batman va être vraiment le détective, en fait. À l'origine des comics, c'était ça, Batman, le détective qui va enquêter sur des meurtres, et bien là, commis par le fameux homme mystère. Et puis, il va croiser aussi le Pingouin, qui est un méchant assez connu aussi de Batman, et croiser bien entendu Catwoman, ici incarnée par Zoé Kravitz. Donc tu disais, vraiment, on est presque dans le polar, le film à enquête, le thriller. Et justement, il y a un truc assez ambitieux, tu citais tous ces personnages, parce que l'idée, c'est de tisser aussi une trame qui raconte aussi ce qu'est Gotham City, cette incarnation de la ville noyautée par la corruption et voilà, en décrépitude complète. Et donc, on a vraiment l'univers de Batman tel qu'il est dans les comics. Et pour moi, là-dessus, c'est la grosse qualité du film. Maintenant, la limite que j'y trouve, c'est qu'il manque un vrai scénario solide, c'est-à-dire que c'est trop long, le film dure presque 3 heures, il s'éparpille un petit peu dans ses ambitions avec tous ces personnages où à la fois on vise quelque chose d'assez large mais on n'a pas le temps de traiter en profondeur tous les aspects. Et puis voilà, je pense que ça aurait pu être resserré et vraiment un peu mieux tenu, mais en tout cas c'est très encourageant si ça donne lieu, comme c'est le projet, à une nouvelle trilogie. Moi j'ai très envie de voir la suite. Alors on va quand même dire un petit mot sur Matt Reeves qui est le réalisateur, donc qu'on connaît pour avoir réalisé Cloverfield, ou bien les deux derniers épisodes de La Planète des Singes qui avaient été salués
par la critique et puis reconnu aussi par le public. Alors là, la volonté, c'est de se détacher un peu de ce qu'avait tenté de faire la Warner et DC Comics, à savoir cet univers partagé de plein de super-héros pour copier un peu Marvel. Il y avait eu le Justice League de Zack Snyder qui avait fait un gros flop, en tout cas au niveau critique, et puis globalement aussi un film assez mal aimé. Donc là, cette volonté, c'est de rebooter un petit peu cette saga Batman et d'arriver avec un film d'auteur, parce que Matt Reeves, justement, coécrit aussi le scénario. Tu es d'accord avec ça, Patrick? Tu trouves qu'il y a une vraie vision de film d'auteur, un peu comme on a vu avec le Joker aussi de Todd Phillips? Oui, moi je trouve que ce reboot, il fait tout à fait sens, parce que justement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, enfin par rapport à Batman. On a une version qu'on n'a jamais vue. Alors bien entendu, ça reprend les éléments clés de la saga, la noirceur, Gotham, etc. Mais on ne nous refait pas le meurtre des parents, etc. On ne nous refait pas l'origin story. Non, on nous réexplique un petit peu quand même. Il y a une histoire avec les parents qui sont impliqués dans l'histoire de la corruption par rapport à la ville, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment un style qui est propre au réalisateur et à ce Batman-là, qui ressemble à aucun autre. Et puis, donc ça relance quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Et pour ça, c'est vachement intéressant. Le côté film noir, j'ai adoré. Puis c'est vraiment le côté... effectivement, enquête qui est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet justement tout d'un coup un traitement où finalement il y a un peu moins de scènes d'action, mais beaucoup de scènes d'enquête dans le film, même si les scènes d'action sont top aussi. Et violentes aussi, puis, les corps à corps. On n'a jamais vu un Batman aussi violent. Ouais, c'est vrai que ça y va direct, quoi. Il y a un truc un petit peu comme ça. Ouais, ça castagne bien. Puis surtout, la mise en scène est très bien par rapport aux scènes d'action. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène aussi, tu disais que c'est assez long, 3 heures, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très lent et de très posé dans la mise en scène, y compris dans les scènes d'action, qui est très calme, finalement, mais d'autant plus efficace. Et ça, je trouve que c'est vraiment la marque des grands réalisateurs, du montage incroyable. Et puis, de nouveau, cet univers qui est là, poisseux, quelque chose de... Je trouve qu'on va dans une noirceur qu'on n'avait jamais vue à ce point-là par rapport à un Batman. Il y a vraiment des choses très, très glauques. Peut-être des choses qu'on avait découvert un peu dans Joker, ce genre de choses-là. Mais pour moi, il y a vraiment un lien par rapport à Joker. Il y a un pendant dans la noirceur, dans le côté... on va parler de drogue, de prostitution, de plein de choses, et de corruption des élites, qui est aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ce film-là, c'est-à-dire que je trouve que c'est aussi un grand film politique qui va vraiment questionner sur notre rapport aux élites et puis sur la confiance qu'on peut leur témoigner ou pas. Ouais, et puis parlons quand même de Robert Pattinson. C'est vrai que les fans, forcément sur la toile, c'était crié au scandale. Mais c'était ça à chaque annonce de nouvelle. Oui, ça bien sûr, comme avec James Bond. Mais là, c'est vrai que Robert Pattinson, on avait l'image encore qui lui colle à la peau du vampire de Twilight pour adolescents. Et puis là, c'est vrai qu'il prouve à quel point, déjà, c'est un excellent acteur qui a fait des choix de carrière géniaux. Et là, en Chevalier Noir, en Batman, il est splendide, Thibaut. Ouais, c'est pas le premier film dans lequel il prouve qu'il peut faire autre chose qu'effectivement du Twilight, quoi. Mais là, il est effectivement excellent. Et la vision de Batman est vraiment intéressante. Matt Reeves et lui l'ont vraiment pensé comme une espèce de Kurt Cobain qui est d'ailleurs dans la bande son du film. On a une des chansons de Nirvana. On a cet aspect un peu gothique, presque émo par moment. On travaille vraiment du coup son trauma. Il y a pas tellement de, contrairement à par exemple la version de Christian Bale, il n'y a pas tellement de différence entre Batman et quand il est en Bruce Wayne. Enfin, il est tout aussi déprimé et apathique et noir, quoi. Et comme le reste du film, pluvieux, sombre, la nuit. Et puis alors il y a d'autres acteurs aussi parce qu'il donne la réplique à Zoé Kravitz en Catwoman. Catwoman, on l'avait vu incarné par Michelle Pfeiffer dans les films de Tim Burton, et puis par j'ai oublié son nom, Anna Thaoué. Merci beaucoup dans les films de Nolan. Qu'est-ce qu'elle vaut, Zoé Kravitz là-dedans? Moi, j'ai trouvé très bien. Je trouve que le personnage est très bien écrit parce qu'il a son histoire à lui, à l'intérieur du film aussi. C'est peut-être pour ça aussi que c'est bien que ça prenne le temps, justement, de s'occuper un petit peu d'elle, de montrer aussi ses traumas, son passé, pourquoi elle est là. Il y a un parcours qui se fait comme ça aussi pendant le film. Et puis, elle est tout à fait charmante, sexy. Moi, je l'ai trouvée très, très bien. Elle est un peu sous-exploitée quand même, non? Oui, mais comme plusieurs personnages. Non, pas du tout. Il n'y a pas aussi... le pingouin, peut-être. Le Alfred de cette version qui est joué par Andy Serkis, je pense que c'est un des personnages les plus sous-exploités. Les personnages n'ont pas autant de développement qu'ils auraient pu avoir dans un film de 3 heures, surtout. C'est peut-être un peu la petite déception, mais sinon, ils sont tous vraiment très bien castés. Je trouve que Colin Farrell est méconnaissable sous son maquillage et il livre un pingouin assez saisissant. Paul Dano en Riddler, il est assez terrifiant. Donc là aussi, tout le monde est à l'avenant, quoi. Et puis moi, il y a un truc par rapport à Robert Pattinson que j'ai bien aimé, c'est qu'il a un côté un peu ado qui reste
quand même. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce que d'habitude, on avait toujours des Batman qui étaient vraiment des mecs, des adultes, comme ça. Et les moments où il ôte son costume et qu'il est à la maison, chez lui, il y a sent la quelque fragilité chose, une de l'homme, fragilité qui est assez nouvelle aussi dans cette version-là. Ok, très bien. Bon, bah, alors, je pense que... Coup de cœur oui, pour moi. Ah, coup de cœur, carrément. Le premier. Voilà, donc ce Batman, on encourage les téléspectateurs, téléspectatrices à aller le voir. Absolument. Ouais, Thibaut. Bah oui, non, mais il faut encourager justement les studios à abandonner cette idée d'univers partagé où il faut que tout soit uniformisé, laisser la parole aux auteurs, peut-être les cadrer un peu, parce que là on s'éparpille un peu, mais oui, il faut encourager ça, quoi. Allez le voir. Exact. Allez le voir, d'accord. Donc ce Batman signé Matt Reeves, donc il est en salle depuis le 2 mars. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller le voir, vous faire votre propre avis, et puis nous dire, bien entendu, en commentaire de cette émission, de cette vidéo, si vous êtes d'accord avec Thibaut et Patrick, si vous aussi vous avez aimé ce nouveau Batman. Voilà, on tourne la page et on s'intéresse à un film français et à un événement tragique survenu en France en 2019. C'était bien la cathédrale, souvenez-vous, de Notre-Dame qui a brûlé. Et c'est le réalisateur Jean-Jacques Hano qui s'intéresse à reconstituer un petit peu chaque heure, chaque minute durant cet événement et notamment la bravoure des pompiers. Regardez. Posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Alors le film n'est pas encore en salle. Lui, Notre-Dame brûle va sortir le 16 mars dans les salles en Suisse romande. Alors c'est un petit peu le film catastrophe, le grand spectacle annoncé pour ce mois de mars au cinéma sur cet événement populaire, bien entendu, qui a été suivi par des millions de gens. Qu'est-ce que ça vaut, cette revisite de cet événement-là par Jean-Jacques Hano, Patrick ? Alors pour moi, il y a 2 films dans le film. Il y a le meilleur et le pire. C'est-à-dire que tout ce qui concerne en fait l'incendie, je trouve ça très spectaculaire, très impressionnant, les scènes avec les interventions des pompiers dans l'église, très impressionnantes, mais aussi on sursaute, enfin on a peur, on est là, non mais c'est pas possible, enfin il y a vraiment... Il y a de la tension. Il y a de la tension, vraiment. Et puis ça permet à Hano aussi de faire quelques très beaux plans, le travelling on l'a vu dans la bande-annonce à travers la forêt, les poutres, les gargouilles où il y a tout d'un coup du métal qui coule et ce genre de choses, il y a vraiment un très beau travail qui est fait au niveau d'Hano là-dessus. Il a aussi utilisé des images d'archives qu'il a inclus. Ça, je trouve intéressant de multiplier un petit peu les formats. Donc tout ça, j'aime bien. Donc on est à mi-chemin, pour préciser, on est presque dans le docu-fiction, c'est-à-dire il y a des images documentaires, c'est des images d'archives qui existent. Et des parties qui sont reconstituées le plus proche du réel possible. Et il y a, et c'est là le gros problème pour moi, il y a des petits ajouts fictionnels avec des personnages qui sont rajoutés du style... une grand-mère qui a perdu son chat sur un toit, puis qui essaie d'atteindre des pompiers alors qu'ils sont tous occupés, ou une petite fille qui va absolument aller allumer un cierge dans la cathédrale qui est en train de brûler. Enfin, ou des pompiers qui se donnent des chewing-gums aussi. Non, ça m'a moins choqué, mais bon, voilà. Et je trouve que ces parties complètement fictionnelles ajoutées sont hyper mauvaises, très mal jouées, et c'est un petit peu dommage. Alors maintenant, elles sont pas, c'est pas ce qu'il y a le plus dans le film, heureusement. Mais voilà, c'est un très beau film catastrophe, très réussi, mais il y a ces petites choses qui, pour moi, sont vraiment terribles. Moi, j'ai l'impression que tu résumes un peu l'avis que j'ai sur ce film, mais est-ce que Thibaut le partage ? Mais complètement, c'est aussi le mien. Je pense qu'en fait, il aurait gagné à faire un choix, Hano, c'est-à-dire soit de se dire, au départ, il voulait faire un documentaire, finalement, il est dans un entre-deux un peu étrange entre le docu et la fiction, tu l'as dit, et je pense qu'il aurait gagné à dire, je fais une fiction et je raconte une histoire autour de cet événement réel, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Bon, après, s'il a fait une fiction, on n'aurait eu que du fictionnel qui, là, n'est vraiment pas réussi. Ouais, non, mais en fait, justement, je pense que le problème, c'est qu'il n'est pas assez travaillé, ce fictionnel. C'est-à-dire que moi, je trouve très intéressant cette idée de faire un espèce de film choral, c'est-à-dire qu'on montre un peu partout, tous les aspects. On commence du côté des agents de sécurité qui détectent l'incendie, on passe chez les pompiers, on passe chez les touristes, et il y avait cette volonté de raconter aussi un peu Paris, bêtement, par là. Mais en fait, il n'y a aucun personnage qui est vraiment construit et qui
existe, il n'y a aucune histoire vraiment qui prend véritablement corps, et ça se ressent aussi, je trouve. Et puis même à l'image, le cachet et la photographie, parfois on a quand même l'impression de se retrouver devant un téléfilm. Est-ce que c'est pas dû à cette volonté de coller à la réalité? Alors qu'il y a des moments où c'est pas du tout le cas. Moi, je trouve que toutes les scènes dans la cathédrale, les scènes d'intervention, les scènes d'incendie, sont pas du tout téléfilms, sont vraiment très spectaculaires et très bien filmés, quoi. Mais c'était intéressant dans l'idée parce qu'il a fait appel au public en disant envoyez-moi toutes les images que vous avez filmées, et justement il inclut ça dans le film. Mais le problème, c'est que ça le bouffe au niveau de l'image, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a un écart qualitatif entre les images filmées à l'iPhone sur place et sa reconstitution à lui, et des fois même il les confronte à l'écran en faisant un écran partagé, en mettant les deux images, et on sent même qu'il adapte un peu sa mise en scène pour que ce soit un peu pris sur le vif, et par moments du coup il y a un effet un peu cheap, quoi. Ouais, il y a des moments assez étranges, et je pense notamment un moment où on voit une image d'archive avec Emmanuel Macron, et d'un autre côté le contre-champ nous reconstitue avec un faux Emmanuel Macron de dos, et puis l'acteur en face, et en fait ça c'est vrai que ça joue pas, on se dit on sent l'écart. Ouais, et puis nous spectateurs en fait on est là à regarder puis à se dire mais c'est le vrai Emmanuel Macron, c'est pas lui, c'est voilà, et en fait je pense comme vous il aurait dû prendre un parti pris. Quoi qu'il en soit, le film reste quand même assez spectaculaire, et puis il a des chances de plaire au public, Patrick. Moi je pense que le film il fait son travail en termes de tension, en termes de reconstitution de cet événement, du point de vue de l'incendie encore une fois et du côté film catastrophe. Je pense que ça fonctionne très très bien. Et puis il y a une chose aussi qui est assez intéressante dans le film que j'ai trouvé, il y a presque une espèce de portrait des dysfonctionnements en France actuellement. Oui. C'est assez terrible. Il y a une séquence où on voit les pompiers qui essaient d'aller jusqu'à Notre-Dame, ils n'y arrivent pas, alors qu'il y a un journaliste qui passe à côté en scooter, et puis alors que tout est bouché. On voit tous les problèmes qu'il y a eu pour mener à l'incident. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui a réellement déclenché l'incendie, mais il y a une multitude de petites choses qui pouvaient conduire à ça, quoi. Globalement, est-ce qu'on conseille d'aller voir Notre-Dame brûle au cinéma? Oui, moi je le conseille. Patrick le conseille, et Thibaut? Oui, je pense que sur un grand écran, ça vaut la peine, parce qu'effectivement, tout ce qui est la partie film catastrophe, et notamment la deuxième moitié du film, est assez impressionnante par moment. Donc oui, je pense. Et puis c'est un événement important, donc il faut s'y intéresser. Oui, effectivement, qui intéresse le monde entier. Cette cathédrale, donc Notre-Dame brûle, signée Jean-Jacques Hano, c'est à voir à partir du 16 mars. Donc quand vous l'aurez vu, revenez sur cette vidéo, commentez-la, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, avec les réserves justement qu'ont émises Patrick et Thibaut pour ce film. Et puis on va direction l'Irlande, et particulièrement l'Irlande du Nord, avec Belfast, film qui est en salle depuis le 2 mars. Et puis c'est réalisé et écrit par Kenneth Branagh. Alors souvenez-vous, lors de l'émission de février, on vous parlait déjà de Kenneth Branagh, ce cinéaste-acteur qui incarnait Hercule Poirot et puis qui réalisait ce malheureux Mort sur le Nil. Le revoilà déjà de retour en salle avec ce film-là, qui a gagné le meilleur scénario aux Golden Globes, film en noir et blanc sur son enfance. Regardez. Les Irlandais sont faits pour la migration. Comment le reste du monde aurait des pubs sinon? Comment je pourrais quitter Belfast? Tout le monde les aime, mais fais attention à ce qu'il leur arrive rien. Belfast sera toujours là à votre retour, vous en faites pas. Et toi? J'irai nulle part où tu pourras pas me trouver. Qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir ma famille avec moi. Je te veux toi. Alors une chronique familiale douce amère qui retrace un petit peu les événements dans les années 60 à Belfast, les conflits entre les catholiques et les protestants. Au casting, Kenneth Branagh a réuni Judi Dench, Jamie Dornan ou Karen Hinds. Et puis le film a eu 7 nominations aux Oscars quand même, et je le disais, meilleur scénario primé donc aux Golden Globes. Alors, est-ce que Kenneth Branagh arriverait à nous faire un bon film, Thibaut? Ben oui, il le remontre ce coup-ci. Quand il veut, il peut être vraiment un bon cinéaste. Et on pouvait craindre, parce que là, c'est un projet très personnel, parce que comme tu l'as dit, il raconte une histoire qui s'inspire de ses souvenirs d'enfance. Et étant donné que c'est quelqu'un qui peut avoir des petites tendances un petit peu égotiques, on pouvait un peu craindre le pire. Mais là, au contraire, on sent que c'est justement personnel et que c'est étonnamment un film assez humble. C'est un petit drame qui en fait pas des caisses. Enfin voilà, c'est un acteur très influencé par Shakespeare et qui aime faire des démonstrations un petit peu comme ça. Et là, c'est pas un film qui en fait des caisses justement dans cet aspect-là. C'est une histoire
à hauteur d'enfant, parce qu'on suit justement le petit garçon de la famille qui assiste à ces événements, ces tensions et ces affrontements entre protestants et catholiques. Et il raconte justement ce quotidien-là à travers les yeux de cet enfant, et c'est ce quotidien de la famille aussi. Et c'est vraiment très, très bien raconté à ce niveau-là. Et étonnamment, contrairement à Mort sur le Nil par exemple, c'est très bien mis en scène. Là, les choix de plans ont vraiment du sens. Il y a une idée de cinéma par plan. Hein, oui, c'est ça. Il y a des choses très intéressantes au niveau du cadrage, où il filme des scènes de dialogue, où on a tous les personnages dans le cadre, mais qui sont séparés, soit par des cloisons, où on a un personnage en arrière-plan qui fait autre chose, ou qui écoute caché justement derrière une fenêtre. Et il travaille comme ça toutes les dynamiques familiales, et c'est vraiment, vraiment réussi. Ça t'a touché aussi, Patrick? C'est encore un coup de cœur pour moi aussi. Bah dis donc. Ouais, ça m'a beaucoup touché. Je trouve que le film, c'est une belle chronique familiale, mais c'est aussi un film qui se veut en fait une sorte de fable. C'est-à-dire que finalement, presque un conte, une fable. Si on y cherche le réalisme sur le conflit catholique, protestant en Irlande, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la mise en scène qui est très clean. Ouais. La reconstitution, on sent un peu, on a décidé de mettre quelques figurants comme ci, comme ça, on les a fait passer à ce moment-là. Tout est très orchestré, on va dire, mais pour donner ce côté, c'est autre chose que je veux raconter, un côté un peu fable de l'enfance, conte de l'enfance, dans un cadre et avec des couleurs noir et blanc. Oui, et il assume l'aspect candide. Et il l'assume, et avec à la fin, finalement, une belle morale, on va dire, sur l'ouverture à l'autre, par rapport à justement les conflits qui pourraient naître entre des personnes différentes, mais plutôt d'aller dans l'idée de l'humanisme et de l'ouverture à l'autre. Et ça, je trouvais très touchant. Et puis, les acteurs sont top. Ils ont tous, à un moment donné, un monologue qui est hyper émouvant, et c'est vraiment chouette. Alors c'est émouvant et c'est drôle aussi, hein, Thibaut. Oui, parce que justement, on reste dans l'imaginaire enfantin, quoi. Donc à la fois, on met pas non plus entièrement de côté le sérieux de la situation et le danger qu'il y a dans ces affrontements. C'est pas ce qui est mis en Mais en avant, même temps, c'est très drôle. On a justement tous les questionnements de ce petit garçon qui se demande, qui est amoureux d'une fille dans sa classe, qui se demande justement qu'est-ce qui va se passer avec sa famille, avec tout ça. Et ça donne un film très, très léger, très, très positif. Et très chouette. Et comme quoi, alors Kenneth Branagh, après le mois dernier où il s'est pris des torrents de critiques de votre part avec ce nullissime Mort sur le Nil, on le reprécise, voilà un bon film, Belfast, à voir en salle depuis le 2 mars en fait, donc courez-y, allez-y. Hein, Thibaut, je pense qu'on conseille Belfast. Patrick, oui, on conseille. Bon, très bien. Alors, vous voyez, on a été très gentils ce mois-ci. Il y a plein de bons films à voir en salle. Et puis, il y en a encore d'autres à voir, notamment dans la région et dans le district de Nyon, plus particulièrement. C'est l'agenda des sorties cinéma avec toi, Patrick. Et puis, on commence avec un documentaire animé. Ça s'appelle Flea. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une projection qui aura lieu dans le cadre de Vision du Réel On Tour. En fait, c'est un documentaire en animation qui va être projeté le lundi 14 mars à 20h30 au Cinéma Capitole. Alors, c'est l'histoire vraie d'Amin, qui est un Afghan qui, quand il était enfant, a dû fuir son pays dans les années 80 et maintenant est professeur universitaire au Danemark. Ouais. Et il a en fait un ami qui est cinéaste, à un moment, à qui il va confier son histoire. Et le cinéaste va lui dire, écoute, pour faire un documentaire. Et lui, il n'a pas envie d'apparaître à l'écran. Alors il décide de faire un film d'animation. Flea, ça veut dire la fuite, donc ça évoque justement cette migration forcée qu'a dû vivre ce personnage-là. Et puis voilà, c'est un film qui a été assez remarqué, je crois. Alors il était sélectionné à Cannes, il a été récompensé à Sundance et au Festival d'Annecy. Il est nommé 3 fois aux Oscars, là. Et c'est vraiment un gros coup de cœur encore pour moi. Mais je crois que c'est un gros coup de cœur en général pour les gens qui voient le film. Il y a très peu de projections. Il n'a pas vraiment été distribué en Suisse. Il a été présenté à Vision du Réel. Donc vraiment, découvrez-le, ne manquez pas. Bon, alors c'est à voir, effectivement, Flea, donc au Cinéma Capitole à Nyon. Tu peux juste nous redire la date, peut-être ? Le 14 mars. Le 14 mars. Et puis, là, tout de suite, va se passer le Festival du film vert aussi, dans plein de villes en Suisse romande et puis en France voisine, mais aussi dans notre région et puis proche de Nyon. Ouais, à Nyon et à Rolle, c'est environ du 10 au 13 mars. Il y a plusieurs films qui sont proposés. Animal de Cyril Dion qui avait fait Demain, donc c'est son nouveau film. Bigger Than Us de Flore Vasseur qui avait été sélectionné à Cannes. Ou encore Un monde sous vide, c'est un film de Fabien Favre. Ouais. C'est un jeune roman qui en fait a décidé de parcourir à vélo 8000 km en Europe, mais sans utiliser
du tout de plastique. Donc c'était un petit peu le défi. Et puis les séances du Festival du film vert sont généralement suivies de discussions avec l'équipe du film ou de spécialistes. Et puis il y a d'autres choses, des animations et ce genre de choses-là qui ont lieu pendant le festival. Et alors, c'est pas encore au mois de mars, ce sera pour avril, mais tu voulais déjà nous dire un petit mot sur Vision du réel. Oui, les dates déjà du plus grand festival nyonnais de films documentaires. Ça va avoir lieu cette année du 7 au 17 avril et c'est toujours des projections à Nyon et à Gland, à Grandchamp. Voilà donc pour l'agenda des sorties cinéma. Merci Patrick. On va passer tout de suite, messieurs, à vos coups de cœur mensuels. Et on commence avec toi, Thibaut. Alors tu vas nous parler d'un film français qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Il est en salle depuis le 23 février. C'est le retour de Gérard Depardieu en tête d'affiche de Maigret, réalisé par Patrice Lecomte. Pourquoi c'est un coup de cœur ? Parce que c'est un film que je trouve très attachant. Déjà, le projet était intéressant parce que Patrice Lecomte, donc réalisateur des Bronzés et de tout un tas de comédies, mais aussi qui a exploré le drame à l'occasion. Et là, c'était intéressant de le voir s'attaquer à Maigret, qui n'avait plus été adapté depuis plusieurs décennies maintenant. Et en plus, de le voir prendre comme incarnation de Maigret, Gérard Depardieu, ça paraît une évidence sur le papier, mais ça n'avait été jamais fait jusqu'à maintenant. Et au final, on a un Maigret assez atypique, c'est-à-dire qu'on a un personnage vieillissant. Dès le début, on ouvre sur une scène où il va chez le médecin qui lui dit qu'il faut qu'il arrête de fumer la pipe. Donc là, on enlève au personnage un de ses fondamentaux. Et on a un film très mélancolique où l'intérêt, c'est pas vraiment l'enquête policière. Patrice Lecomte dit lui-même que l'idée, c'est pas qui est le coupable, mais qui était la victime, puisque c'est une jeune fille qui a été assassinée. Mais c'est plutôt la mélancolie du personnage. C'est ça. Maigret va justement se plonger dans cette enquête et essayer de reconstituer le passé de cette jeune fille, qui va faire écho à sa propre histoire personnelle aussi. Et on a un film, un petit film. C'est pas du grand drame, mais très attachant et très touchant, je trouve. C'est assez beau de voir Gérard Depardieu là-dedans. Et Gérard Depardieu est excellent, effectivement. Patrick, tu plus sois, je crois. J'aime beaucoup, c'est un film assez sobre, avec des décors magnifiques, un filmage vraiment superbe, et puis ce côté très émouvant de Depardieu. Très réussi, j'aime beaucoup. Très bien, Maigret, donc, qui est à voir en salle, en Suisse romande, voilà, c'est toujours au cinéma, donc allez-y. Et puis là, si vous voulez vous faire un autre film plutôt chez vous, que ce soit sur les plateformes ou bien en DVD Blu-ray, eh bien Patrick, tu voulais nous conseiller les 2 derniers volets de la planète, ou bien la trilogie carrément, de la planète des singes. Mais pourquoi tu nous parles de la planète des singes ? Mais parce qu'en fait, Matt Reeves a réalisé les 2 derniers films de cette trilogie, en fait, qui a recommencé en 2011, parce qu'il y avait déjà eu des films avant, dans les années 70, comme ça, fin des années 60, début des années 70. Et puis, en 2011, on a eu La planète des singes, les origines, réalisé par Rupert Wyatt, si je ne me trompe pas, qui était une sorte de mise en route de présentation qui était plutôt réussie, déjà efficace. Mais voilà, quand Matt Reeves arrive pour le 2e film, je trouve qu'on est tout de suite déjà à un autre niveau, parce qu'on va être déjà dans une histoire où les singes ont pas mal pris le pouvoir sur les humains, et les humains sont en survie, et au sein même des singes, il faut savoir, est-ce qu'on continue à faire la guerre aux humains ou est-ce qu'on essaie de vivre avec eux ? Il y a une dimension politique déjà qui prend l'ascenseur. Philosophique, humaniste qui prend l'ascenseur. Et l'action aussi. Et l'action, tout ça dans une action. Ça devient une sorte de tragédie antique avec de l'action. C'est spectaculaire et c'est vraiment très très bien. Et ensuite, on a eu le 3e film. Qui, moi je trouve que c'est un espèce de western un peu philosophique et humaniste aussi, comme ça, et qui est aussi extraordinaire. Donc vraiment redécouvrir cette trilogie, je trouve que ça vaut la peine. C'est ce qu'on appelle du blockbuster de qualité de ces dernières années. Non, mais moi je plus sois aussi, je trouve que ça fait partie des meilleures franchises au niveau du blockbuster de ces 10 dernières années, je pense, où vraiment là on avait une vision d'auteur avec des influences aussi, comme tu disais, le western, le film de prison sur le 3e opus aussi, et le film de guerre, où on digérait tout ça et on livrait une nouvelle version aussi de cette franchise culte, vraiment spectaculaire. Et bien voilà, La planète des singes, la trilogie donc. Et merci beaucoup Patrick et Thibaut pour cette émission cinéma 7e du nom. Alors vous nous aviez pas menti les gars, plein de coups de cœur, plein de bons films. Ouais. Bon c'est bien, moi j'aime quand vous êtes positifs comme ça, j'aime quand vous nous dites, voilà, je perds mon français, d'aller au cinéma. Allez-y, tiens voilà, faites pas attention à mon français, mais allez en salle, voyez des films, amusez-vous, il y a plein de choses à voir. Et puis moi je vous dis rendez-vous le mois prochain, en avril, pour la prochaine émission cinéma. Ciao.